Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des rencontres de la RSE, cycle de webinaires qui est organisé par Hendrix et la revue Fiduciaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est celui de la matérialité, ou plus exactement celui de l'analyse de matérialité. Alors ce concept, cette notion, est issue du monde de l'audit financier et a été transposée dans l'univers de la RSE. Et pour nous en dire plus, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Alexandra Chenovic ainsi que de Salma Benades. Donc toutes les deux, vous êtes chargées de mission chez Hendrix, chargées de mission RSE. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Donc on va être ensemble pendant 3 quarts d'heure. On va pouvoir vous écouter sur ce concept qui peut paraître un peu barbare quand on le lit pour la première fois. Et puis ensuite, on gardera entre 10 minutes et un quart d'heure de questions-réponses selon toutes les questions qui tomberont le long de cette conférence. D'ailleurs, je vous incite, à vous qui nous regardez, à poser vos questions en direct. Je les recueille au fur et à mesure pour ensuite les délivrer à Alexandra et à Salma. Mais avant de commencer, Alexandra, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Hendrix ? Oui, donc comme tu l'as très bien dit, nous faisons partie d'Hendrix, qui est un groupe historiquement d'expertise comptable depuis 45 ans et qui, depuis plusieurs années, s'est diversifié sur notamment des activités de conseil, que ce soit dans les ressources humaines, dans l'ESS ou la RSE. Donc nous faisons partie de cette équipe RSE et on accompagne les entreprises notamment sur des bilans carbone, des stratégies RSE, la méthode de comptabilité multicapitaux CARE et également sur les sociétés à mission. Et on est par ailleurs accrédité pour auditer les DPEF, donc déclarations de performance extra-financière, ainsi que les sociétés à mission. Merci beaucoup pour ce rappel. On va maintenant s'intéresser donc à l'analyse de matérialité. Donc, vous allez voir devant vous le sommaire qui va nous guider le long de cette conférence. Et donc, la question initiale, pourquoi s'intéresser à l'analyse de matérialité ? Quelle est véritablement l'utilité de ce concept ? En quoi il peut être intéressant pour une entreprise ? Alexandra, si tu peux nous éclairer. Du coup, on a voulu faire ce webinaire, en effet, sur l'analyse de matérialité, parce que finalement, c'est une étape essentielle dans la définition d'une stratégie RSE de l'entreprise. Et donc, pour comprendre un peu pourquoi derrière, c'est important, on s'est dit qu'on reviendrait un peu sur la notion de RSE. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel questionnement elle amène pour les entreprises? Donc, si on reprend les définitions, par exemple, de la Commission européenne ou de la norme ISO 26000 qui est relative à la RSE, on voit que cette responsabilité sociétale des entreprises, c'est comment finalement l'entreprise, au-delà d'aspects économiques, elle va prendre en compte des aspects sociaux, environnementaux, de gouvernance sociétale, à la fois dans ses décisions, dans ses stratégies, comment elle va prendre en compte l'impact qu'elle va avoir sur son environnement, ses parties prenantes. Donc, les parties prenantes, ce sont les personnes finalement qui peuvent être affectées par les décisions de l'entreprise. Ça peut être des organismes ou une personne singulière. Et donc, c'est vraiment comment finalement l'entreprise, elle peut impacter son environnement et comment son environnement peut impacter l'entreprise. Et ça amène à 2 constats, c'est de se dire, au vu de mon activité, qu'est-ce qui est pertinent à prendre en compte pour mon entreprise, pour qu'elle puisse agir dessus, qu'est-ce qu'elle pourrait maîtriser, et aussi c'est de prendre en compte ses parties prenantes. Et donc ça amène à plusieurs questionnements qui sont finalement, si je suis une entreprise, qui sont mes parties prenantes? Donc si je prends un exemple peut-être plus concret, si je suis une entreprise d'expertise comptable, de construction et une entreprise d'expertise comptable, je vais avoir des enjeux peut-être différents. Par exemple, la pollution de l'air ne va pas être forcément pertinente pour mon entreprise d'expertise comptable, mais elle va être pertinente pour une entreprise de construction. Donc, quand on prend en compte cet enjeu-là, qui sont les parties prenantes, c'est si je pollue, je vais peut-être impacter les riverains qui sont autour de mon chantier de construction. Donc, on va se poser cette question.
naturellement, on se pose la question sur les impacts que génère mon activité, donc exemple, la pollution de l'air. Et bah, finalement, ces impacts, elles amènent à se questionner sur les enjeux pour l'entreprise qui sont bah, comment je vais réduire la pollution que je génère par mon activité, par exemple. Et enfin, c'est de se dire, bah, on peut avoir plusieurs enjeux liés à son activité. Bah, comment je vais finalement savoir quel enjeu va être très important par rapport à mon activité, par rapport à un autre. Donc finalement, comment je vais pouvoir définir ce qui est matériel, donc important pour mon activité. C'est une sorte de hiérarchie. Exactement. D'accord. Et c'est vraiment à ça finalement que l'analyse de matérialité tend à répondre, de définir ce qui est important pour l'entreprise. Mais on reviendra dessus plus précisément par la suite. Donc on voit finalement que les objectifs de l'analyse de matérialité, c'est de pouvoir bien identifier ces enjeux qui sont en lien avec son activité, pour ensuite, ça permettra de bien orienter sa stratégie, les actions qui découlent de cette stratégie RSE. Comme on prend en compte les parties prenantes, ça permet de les faire adhérer à cette stratégie. Et enfin, comme les entreprises, en plus comme elles mettent en place ces stratégies, certaines d'entre elles, notamment les grandes entreprises, doivent rendre compte de ce qu'elles font à ce niveau-là. Eh bien, on a aussi également des exigences réglementaires de reporting qui demandent à ces entreprises de montrer comment elles ont identifié leurs enjeux. Donc, ça permet aussi aux entreprises de se conformer aux exigences de reporting. Donc, pour un peu parler sur ce reporting RSE, on peut voir justement que notamment en France, on a des cadres réglementaires depuis pas mal d'années, une dizaine d'années, voire plus, notamment en premier lieu avec la loi Grenelle 2 qui ensuite a évolué avec la transposition de la NFRD, mais où les entreprises devaient présenter une quarantaine de thématiques et elles pouvaient expliquer pourquoi elles ne prenaient pas en compte une thématique, si elle n'était pas forcément pertinente. Puis ce reporting a évolué avec l'ADPEF, donc Déclaration de performance extra-financière, où là, les entreprises, on leur demande de montrer les politiques, les actions qu'elles mettent en place en vue d'une analyse de risque qu'elles ont pu faire au préalable sur les enjeux RSE qui les concernent. On a aussi en parallèle de ces cadres réglementaires des cadres méthodologiques plus sur la base de volontariat, tels que le GRI, les lignes directrices du GRI. Donc, le GRI qui est un organisme indépendant de reporting extra-financier qui a pu, au fil des années aussi, développer des normes sur ce reporting. Et ce reporting demande également que les entreprises présentent les thèmes pertinents à leur activité, tout en prenant en compte également les parties prenantes. Et enfin, plus récemment, on a à la fois un cadre réglementaire qui arrive d'ici 2024 et qui est aussi assez méthodologique parce qu'il donne une base assez plutôt détaillée sur comment réaliser cette analyse de matérialité, donc qui est la CSRD, où on demande également aux entreprises de prendre en compte des thèmes environnementaux, sociaux, de gouvernance, qui peuvent être pertinents ou non à leur activité. Pour vous donner une idée de ce dont on va parler, à quoi ça peut ressembler la démarche aboutie d'une analyse de matérialité, voici donc une représentation d'une matrice, une forme possible de hiérarchie de ces enjeux. Donc on voit par exemple qu'on a bien une identification de plusieurs enjeux avec les points violets et une hiérarchie de ceux-ci. Donc plus c'est haut, plus cet enjeu est important et ça va être hiérarchisé en fonction de l'impact sur l'entreprise mais aussi sur l'environnement. Ça, on reviendra dessus également plus tard. Okay. Donc merci, là on a bien perçu l'enjeu et l'utilité de cette notion de matérialité. Maintenant, j'ai pas oublié, tu nous l'as promis, si on se penche davantage sur la définition de ce terme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça signifie, la matérialité? Oui, comme tu l'as dit au tout début, donc c'est bien une notion qui a trouvé ses origines, on va dire, dans le monde financier.
Donc, comme tu disais, les audits financiers, on peut identifier des erreurs comptables et c'est de se poser la question, est-ce que cette erreur comptable, finalement, elle est réellement importante dans le sens où est-ce qu'elle va remettre en question la véracité, on va dire, de mes comptes et donc, par conséquence aussi, est-ce que la santé financière de mon entreprise est ce qu'elle est, est-ce qu'elle est ce qu'elle est réellement? Ensuite, on a vu avec la RSE, on prend en compte des aspects extra-financiers, donc social, environnemental, et on se pose la question du coup, est-ce que ces enjeux, elles vont avoir un impact sur mon entreprise? Donc notamment des effets financiers sur mon entreprise. Donc c'est comme ça cette notion, elle a été un peu adoptée au niveau de l'extra-financier également, et elle signifie réellement c'est en termes d'impact, c'est surtout ça. Oui, exactement. C'est finalement quel impact ou enjeu important ou pertinent, significatif, je vais prendre en compte. Donc ça veut vraiment dire important, pertinent, significatif. Et finalement, quand on se dit quelque chose est pertinent pour mon entreprise, ça pose la question derrière de se dire comment je vais identifier ce qui est important, donc quelle méthodologie je vais appliquer. Par exemple, est-ce que je vais juste prendre en compte ce qui va être important pour moi, mon entreprise, parce que j'ai des effets sur mon entreprise, ou est-ce que je vais prendre en compte aussi l'impact que je vais avoir sur mon environnement, parce que je peux détruire ou, par exemple, une forêt. Hein, voilà. Et ça va aussi amener au fait que donc on va définir ce qui est important, mais c'est aussi on va se questionner sur qui peut définir ce qui est important. Est-ce que c'est seulement moi ou on en revient à ces fameuses parties prenantes, qui peuvent aussi, qui doivent apporter leur point de vue pour qu'on puisse prendre en compte tous les points. Okay. Exactement. Et donc ça, pourquoi c'est important, pourquoi on se pose ces questions? C'est parce que finalement, on a deux conceptions de la matérialité. Donc la simple matérialité qui est vraiment l'impact de l'environnement, donc l'environnement au sens large, les personnes, la nature, sur l'entreprise. Et on a aussi la double matérialité qui est où on prend en compte également l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Donc on a ces deux notions. C'est pour ça qu'il faut se questionner sur quelle méthodologie je vais appliquer finalement, qu'est-ce que je vais prendre en compte. Quand on parle d'impact, si on reprend un peu ce que dit la CSRD, on a plusieurs termes possibles. On a les impacts réels, donc qui se produisent, on a pu constater que ces impacts se produisaient. On a également des impacts potentiels, donc probables. Donc ils ne se sont pas forcément produits, mais il y a des chances qu'ils puissent se produire. Donc quand on parle d'impact réel, on va parler d'impact positif, négatif. Et si on parle d'impact potentiel, on va parler d'opportunités et de risques. Et tous ces impacts, risques, opportunités, la CSRD demande à ce qu'on on les considère à la fois sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et qu'on prenne en compte à la fois les impacts sur l'entreprise et sur l'environnement. Quand on regarde l'entreprise, ce qui est important, c'est aussi de se demander en quoi elle est dépendante envers son environnement. Est-ce que, par exemple, elle est dépendante à certaines ressources, à certaines relations? Ici, on parlera de risques physiques. Et on peut aussi se dire, si finalement elle est dépendante, c'est qu'elle doit transformer son activité. Et cette transformation, elle peut avoir un coût. Et on parle ici de contraintes de transition ou de risques de transition. Et on en reviendra aussi un peu plus tard dans les prochaines parties. Mais donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et voilà, pour revenir sur la CSRD, ce cadre réglementaire et méthodologique demande à ce qu'on prenne en compte une double matérialité et toutes ces notions d'impact, réel, potentiel, risque, opportunité. Très bien, donc on voit maintenant à qui on a affaire quand on parle de matérialité. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est concrètement, quelle est la méthodologie quand j'ai mon entreprise, je suis un peu novice en la matière, comment je m'y prends? Parce que ça semble quand même assez complexe de travailler ce concept. Et pour ça, je vais m'adresser à toi, Salma. Quelle est donc cette méthodologie?
Ce processus d'analyse de matérialité, il semble quand même un petit peu opaque. Comment on s'en sort? Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, donc l'idée, ça va être d'essayer de décliner des étapes d'application dans le cadre de ce processus. C'est un outil, la matérialité, qui est de plus en plus utilisé. Donc on en a parlé dans le milieu financier, mais donc il est de plus en plus utilisé dans le cadre de stratégies RSE. Et à partir maintenant de toutes ces utilisations, on peut déjà dégager des étapes phares, des étapes importantes qui vont permettre de structurer donc cet exercice-là. Ces étapes d'application, donc nous, on les a séparées un peu en 4 parties, avec en premier lieu l'identification des thématiques socio-environnementales générales. Ensuite, l'analyse du modèle d'affaires avec toutes les questions de chaîne de valeur qui permettent d'identifier donc les bons enjeux. Enfin, le sondage donc des fameuses parties prenantes dont a parlé Alexandra, et puis à la fin donc cet exercice de hiérarchisation de tous les enjeux qui ont été identifiés à l'issue du processus et qui donc vont être représentés souvent sur la matrice de matérialité dont vous a montré un exemple un peu plus tôt. Alors en premier lieu, l'idée ça va être de savoir quels sont les cadres de référence dont l'entreprise peut disposer dans le cadre d'une analyse de matérialité. Ce qui est important à savoir, c'est que finalement, il faut connaître à peu près les thématiques qui sont abordées. Et il y a aujourd'hui 2 cadres, entre autres, qui peuvent servir qui peuvent servir de début à l'analyse, qui permettent donc de proposer des thématiques socio-environnementales et de proposer un niveau de granularité qui va permettre d'orienter les entreprises. Donc en premier lieu, on a le GRI dont a déjà parlé Alexandra. Et là, donc j'ai pris comme exemple, par exemple, une norme environnementale avec donc un degré de granularité qui est quand même assez précis. Donc celui-ci, donc ça va être les impacts environnementaux négatifs sur la chaîne d'approvisionnement et les mesures prises en la matière. Donc en second temps, au-delà du GRI, qui est donc une norme qui est volontaire, vous avez aussi par exemple la CSRD, fameuse CSRD qui est donc une norme obligatoire et qui va commencer à entrer en vigueur dès 2025 sur l'activité donc de 2024 pour certaines entreprises. Cette CSRD, elle détaille tout un nombre de thèmes qui doivent être obligatoirement donc considérés lors de l'analyse de matérialité. Par exemple, là, vous avez encore comme exemple la première norme sociale qui est donc déclinée en thèmes, donc la main-d'œuvre propre, puis ensuite vous avez des sous-thèmes, donc avec les conditions de travail, et ensuite encore des sous-thèmes qui sont de plus en plus précis. Donc ça vous montre aussi le niveau de granularité qu'il peut y avoir en matière de thématiques à aborder lorsque l'on parle d'analyse de matérialité. Donc, une fois qu'on a vu à peu près quels étaient les thèmes abordés lors de cette analyse-là, on se demande, qu'il s'agisse de matérialité simple ou de matérialité double, finalement, quelles sont les bases méthodologiques communes. Et ces bases-là, donc, souvent, en fait, l'accent est mis sur l'analyse du modèle d'affaires et aussi l'analyse de la chaîne de valeur. Donc, les questions les plus communes, les questions qui servent de base au départ vont être surtout comment est-ce que l'entreprise crée sa plus-value, comment le modèle d'affaires de l'entreprise peut-il faire preuve de résilience face aux changements socio-environnementaux actuels et par exemple, quelle stratégie pourrait soutenir cette résilience nouvelle. Ensuite, l'idée, donc, une fois que l'on a identifié le modèle d'affaires de l'entreprise, l'idée va être donc de commencer à analyser la chaîne de valeur de l'entreprise. Et l'enjeu principal ici, c'est vraiment sur l'ensemble du cycle de vie
du produit ou du service que propose l'entreprise, de déterminer quels vont être les acteurs qui vont être mobilisés, les entreprises, les opérations qui vont être engagées, et donc par extension de comprendre quels sont les impacts indirects de l'entreprise propre qu'elle n'aurait pas su identifier seule. Donc, à ce stade-là, on va se demander, par exemple, quels sont les intrants, quels sont les sortants qui vont être identifiés lors des opérations à chaque niveau de la chaîne de valeur. On va se demander quels sont les partenaires commerciaux de l'entreprise. Et puis aussi, on se demande aussi, en amont de la chaîne de valeur, quels vont être les fournisseurs de l'entreprise, ou en aval, par exemple, quels vont être les distributeurs. Et on a donc, à l'issue de ces questionnements, une idée un peu plus globale des impacts de l'entreprise sur, encore une fois, donc, toute la chaîne de valeur. Donc, ces 2 premières étapes préliminaires, elles permettent de commencer véritablement à identifier des enjeux, des thématiques qui vont être pertinentes pour l'entreprise dans le cadre d'engagement sur des thématiques socio-environnementales. Donc, en fait, à ce stade-là, en fait, il faut commencer à identifier ces thématiques-là qui peuvent, au départ, sembler sauter aux yeux. Et donc, à cet effet, donc, les questions qu'on peut se poser, ça va être de se dire, est-ce que l'entreprise a déjà des engagements particuliers? Est-ce que ses concurrents ont des engagements? Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont plutôt courantes dans le secteur? Et puis, encore une fois, donc se reposer sur les cadres réglementaires ou les normes qui existent déjà, hein, comme le GRI et la CSRD que je viens d'évoquer. Et l'idée, c'est de se demander, est-ce que les thématiques qui sont apportées par ces cadres-là semblent pertinents aussi à l'entreprise qui s'engage donc dans une analyse de matérialité. Et aussi, un troisième point qui peut être assez intéressant pour l'entreprise, c'est aussi d'essayer d'identifier quels sont les futurs cadres réglementaires qui pourraient être pertinents dans le cadre de ces activités actuelles ou futures par ailleurs. On passe ensuite, donc une fois toutes ces vérifications préliminaires effectuées, donc on passe ensuite au dialogue avec les parties prenantes. Donc, dans le cadre d'une analyse de matérialité, les parties prenantes vont permettre d'analyser, encore une fois, des impacts sur l'ensemble de valeurs. Et il faut donc commencer par les identifier. Donc, ces parties prenantes-là, pour les identifier, on peut se poser plusieurs questions. Donc, est-ce qu'il y a des parties prenantes qui sont affectées par l'activité de l'entreprise? Par exemple, c'est une entreprise qui utilise comme ressource de l'eau, qu'elle prélève sur un cours d'eau. Eh bien, peut-être que les riverains pourraient se trouver affectés par ces prélèvements d'eau, et donc elle serait donc inclus dans un processus de dialogue avec des parties prenantes qui, à ce moment-là, sont externes. Ce sont des parties prenantes externes à l'entreprise. Il y a bien entendu des parties prenantes en interne, donc des responsables RSE, etc. Ce sont des gens qui sont impliqués dans le processus d'analyse de double matérialité la plupart du temps. Et puis enfin, il y a des parties prenantes qui portent un intérêt pour l'entreprise, mais qui ne sont pas nécessairement affectées directement par l'activité de l'entreprise. Alors, par exemple, vous avez des assureurs, vous avez des bailleurs de fonds qui sont souvent demandeurs d'informations en matière socio-environnementale, et de plus en plus avec les cadres réglementaires qui tombent. Et puis, vous avez aussi des parties prenantes qui sont issues de la société civile, avec des ONG, des associations de consommateurs, des associations de riverains, etc., etc. Et donc, ces parties prenantes, il faut bien comprendre qu'en fonction de leur degré, du niveau auquel elles sont affectées par l'activité de l'entreprise, c'est important de pouvoir les hiérarchiser et de bien comprendre qu'elles n'ont pas la même influence ni le même pouvoir dans le cadre de l'analyse de matérialité, en fonction de où elles se situent, de si elles sont sachantes aussi. Donc, c'est plein de points à prendre en compte lorsque l'on identifie nos parties prenantes. Ces parties prenantes-là, autre point important, il faut les informer un minimum des activités de l'entreprise afin qu'elles puissent formuler donc
qu'elles puissent formuler leur réflexion de manière éclairée. Encore une fois, si on reprend l'exemple d'une entreprise qui utilise donc des ressources en eau, eh bien, il faudrait peut-être qu'elle informe les riverains des volumes prélevés, etc., pour que les riverains, par la suite, puissent être en capacité de déterminer s'il y a un impact matériel ou pas suite à l'activité de l'entreprise. Donc, il est important de faire preuve de transparence dans le cadre d'une analyse de matérialité. Et puis enfin, donc, on va sonder donc, ces parties prenantes. On va leur demander donc, d'évaluer sur la base donc, des thématiques que l'on a identifiées, des impacts. Et donc, comme l'a bien expliqué Alexandra, donc, ces impacts peuvent être positifs, négatifs, ils peuvent être réels ou ils peuvent être potentiels. Et donc, à partir de cela, on identifie si ce sont des risques ou si ce sont des opportunités sur le court, moyen ou sur le long terme. Donc, à partir de tout ça, ce sont vraiment les étapes préliminaires, c'est déjà bien étoffé, mais on peut commencer déjà à parler des différents types d'analyse de matérialité qui existent et qui se font sur la base commune de toutes ces informations-là que l'on a recueillies. Alors, en premier, donc, on a la matérialité simple. Alors, souvent, on parle de matérialité financière, hein, puisque la matérialité simple, aujourd'hui, se focalise la plupart du temps sur les effets financiers liés aux enjeux socio-environnementaux qui sont analysés. Alors, plus en détail, hein, Alexandra l'a bien expliqué, il existe des risques physiques donc, qui sont liés aux dépendances de l'entreprise et de ses partenaires aux ressources, aux capitaux, à ses relations commerciales. Et ces risques physiques peuvent avoir donc, des effets financiers pour l'entreprise. Et puis, il existe aussi des risques liés à la transition. Un des risques liés à la transition qui peut servir d'exemple dans ce cas-là, par exemple, c'est une entreprise qui ne respecterait pas ses engagements en matière socio-environnementale, eh bien, elle peut se trouver sanctionnée par des comportements de consommateurs qui sont de plus en plus qui portent de plus en plus attention à ces thématiques-là et qui vont se tourner vers d'autres entreprises, d'autres offres qui leur sembleraient plus responsables. Donc, c'est là où apparaissent donc, des contraintes liées au contexte de transition et qui doivent être évaluées lors d'une analyse de matérialité et notamment lors d'une analyse des effets financiers liés aux thématiques socio-environnementales. Et enfin, donc, on arrive donc à la question de la double matérialité. Dans le cadre de la double matérialité, en fait, il s'agit de combiner donc, cette analyse des effets financiers que l'on vient de détailler à une analyse des effets d'impact. Donc, ça s'appelle donc la matérialité d'impact. Et cette matérialité d'impact, il y a donc les cadres réglementaires que l'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire le GRI et la CSRD, qui formulent des préconisations afin de pouvoir l'identifier et la mesurer au mieux. Et donc, ce sont... alors, il y a donc, afin de déterminer la gravité d'un impact, on commence par déterminer son échelle, c'est-à-dire la gravité donc de l'impact s'il s'agit d'un impact négatif, ou alors le bénéfice s'il s'agit d'un impact positif, puis la portée donc, de l'impact. Cette portée, en fait, elle reflète l'idée de magnitude de l'impact, sur quelle étendue, par exemple, est-ce que la pollution d'un sol s'étend. Et puis enfin, donc, vous avez un dernier critère qui est un critère assez intéressant, ça c'est le caractère remédiable, donc savoir si l'entreprise, une fois qu'elle a identifié un impact réel ou potentiel, est-ce qu'elle peut mettre en place des actions afin de restaurer l'environnement ou les personnes touchées par son activité à leur niveau de santé, on va dire, original. Donc, une fois que l'on a toutes ces mesures-là, on a à la fois
nos mesures relatives aux effets financiers qui sont enclenchés ou qui sont causés par des thématiques socio-environnementales. Et puis en même temps, on a aussi des questions relatives aux impacts sur les personnes, sur l'environnement, qui sont affectées par l'activité de l'entreprise. On a ces 2 types de mesures. L'idée, ça va être, lorsque l'on demande aux parties prenantes de les noter, utiliser ces scores-là et les hiérarchiser. Une fois qu'on les hiérarchise, on va les hiérarchiser sur la base de leur gravité, sur la base de leur probabilité d'occurrence. Et souvent, alors ce n'est pas obligatoire, mais souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est de le faire sur la forme d'une matrice que vous avez sous les yeux et qu'a montré Alexandra au départ. L'idée, voilà, ça va être d'avoir une représentation visuelle qui agrège tous les scores qui ont été attribués par les parties prenantes pertinentes aux impacts qui ont été identifiés dans le cadre de cette analyse. Alors, il y a une dernière chose qui est très importante, c'est-à-dire que une fois que l'on a hiérarchisé ces impacts, il faut savoir lesquels sélectionner. Et donc, cela se fait sur la base de seuils qui sont donc des seuils de matérialité. Et ces seuils-là vont permettre, en fait, de juger si un impact est assez grave ou alors est considéré comme assez prioritaire par l'entreprise et par ses parties prenantes pour être considéré comme matériel, et c'est-à-dire pour que par la suite, on s'en occupe réellement. Ces seuils-là, donc, vous avez des seuils qui sont établis par la communauté scientifique, qui permettent de déterminer la gravité d'un impact environnemental. Mais a priori, l'entreprise, et c'est bien tout l'enjeu de sa réflexion, pourra identifier et déterminer ces seuils dans le cadre de son dialogue avec les parties prenantes. Alors merci, on y voit plus clair maintenant, donc simple matérialité ou matérialité financière, double matérialité. On arrive sur cette matrice avec ces seuils de matérialité dont vous venez de nous parler. Ça demande beaucoup de travail, un réel investissement. Quel est le bénéfice de ce travail et de cet investissement pour l'entreprise aussi? C'est aussi ce qu'on peut se demander, quel est le bénéfice en termes de stratégie RSE? Alexandra. Comme tu disais, en fait, comme ça, c'est vraiment toute une étape d'analyse où on identifie ces enjeux pertinents à l'entreprise et à son environnement. Donc, on fait un diagnostic vraiment de tout ce qu'il y a autour de l'entreprise. On pourrait se dire que ça s'arrête là. On s'arrête à cette identification et hiérarchisation des enjeux. Mais finalement, l'intérêt derrière, c'est que l'entreprise mette en place des actions pour maîtriser les risques qu'elle a pu identifier à la fois sur sa santé financière ou également sur l'environnement, parce qu'on a vu que ça pouvait impacter les riverains avec l'exemple sur l'eau ou la pollution sur leur santé. Donc, c'est vraiment l'idée une fois qu'on a fait ce diagnostic, de passer à l'action. Et c'est également ce que donc préconise un peu la CSRD. Derrière, c'est de se dire, une fois que j'ai des enjeux identifiés, des impacts, c'est comment l'entreprise, où est-ce que l'entreprise décide d'agir, quel engagement elle prend et quelles actions elle va mettre en place derrière pour respecter ses engagements. Elle va suivre un peu aussi sa performance en mettant en place des indicateurs. Et ça, finalement, c'est ça une stratégie RSE, c'est des engagements, des actions et des indicateurs qui permettent de rendre compte de ce que fait l'entreprise pour maîtriser tous ces risques-là. Et c'est vraiment ça, finalement, ce que devrait être la finalité de l'analyse de matérialité. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Il y a quelques questions qui sont tombées, donc arrive le moment questions-réponses. Je vais vous poser la première question. Alors, si j'ai identifié beaucoup d'enjeux environnementaux et sociaux en lien avec mon activité, comment prioriser les plus importants? Alors, ça revient un petit peu sur ce que j'ai essayé d'expliquer brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque l'on a beaucoup d'enjeux, il faut pouvoir les sélectionner sur la base de seuils. Vous avez donc beaucoup
vous avez donc déjà une réflexion à mener au sein de l'entreprise, hein, quels vont être les seuils à partir desquels on considère qu'un enjeu est matériel. Donc la plupart du temps, ça va se baser sur la gravité de l'impact qui est analysé. Mais aussi, vous avez des aides, hein. Il y a donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc les Science-Based Targets, qui sont donc, comme leur nom l'indique, hein, des seuils qui, vraiment, sur la base de littérature scientifique, viennent déterminer s'il faut considérer qu'un impact environnemental est grave et donc doit être considéré comme matériel. Merci beaucoup. Une question, il y a 2 questions qui rejoignent le même thème, donc je vais en faire une grosse question. Comment procéder pour sonder les parties prenantes? Quelles sont les techniques utilisées? Et en annexe, parce que le même thème, le lien entre transparence avec les parties prenantes et les limites de la confidentialité. Qui pourrait nous éclairer sur ce sujet? Je prends et après, oui, si tu peux compléter. Mais du coup, dans les techniques de sondage des parties prenantes, on a le questionnaire, tout simplement, mais peut-être qu'il peut être plus en retrait, on n'a pas un réel lien avec la partie prenante, et on a également les entretiens. Mais pour ça, en préalable, il faut, comme le disait Salma, vraiment identifier les parties prenantes pertinentes, pertinentes en tout cas, qui sont affectés ou qui ont un intérêt pour l'entreprise et qui peuvent aussi avoir de l'influence sur l'entreprise. Donc, c'est vraiment d'identifier d'abord ces parties prenantes et ensuite d'utiliser tout simplement les techniques qu'on connaît tous de sondage, qui sont les questionnaires, le focus group ou les entretiens. Pardon. C'était pour ajouter sur la confidentialité, dans le cadre de la CSRD, a priori sur tout ce qui relève des informations confidentielles, ce n'est pas obligatoire, hein, de les indiquer aux parties prenantes, hein, bien sûr. Donc l'idée, en fait, c'est de juste donner en tout cas une idée assez précise à la partie prenante de l'impact, en tout cas de l'activité, sans rentrer dans des détails qui pourraient compromettre la confidentialité, mais de manière à ce que la partie prenante puisse savoir comment évaluer un impact de manière assez générale. Hein. Mais faut pas non plus, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir des informations trop précises non plus. Merci toutes les deux. Alors, une question maintenant qui fait bac de philo, j'ai envie de dire, donc préparez-vous. Si on parle d'analyse de matérialité, est-ce qu'on peut parler aussi d'immatérialité? Dessous, bien sûr, est-ce que ce terme d'immatérialité fait partie du vocable RSE aussi ou pas? Moi, je ne pense pas avoir entendu ce terme. Par contre, je pense que si on se pose la question de matérialité, finalement, si, comme Salma disait, si on se base sur une liste d'enjeux pré-identifiés et après on va utiliser cette liste pour un peu piocher ce qui est pertinent par rapport à son activité, eh bien, naturellement, ce qu'on ne pioche pas, finalement, c'est ce qu'on définit d'immatériel pour l'entreprise. Donc, ça va un peu ils sont liés, on va dire. Ouais, c'est binaire au final, hein. C'est soit matériel, soit non matériel. Oui. Merci. Question suivante. En quoi la notion de matérialité est-elle différente entre le GRI et la CSRD? Alors, le GRI et la CSRD, déjà, entre ces deux cadres, la différence, c'est que la CSRD, c'est un cadre qui va être obligatoire. Donc, les entreprises progressivement qui rentreront dans son scope vont devoir suivre les préconisations de la CSRD, enfin la méthodologie en tout cas. Et puis, le GRI, c'est donc volontaire. Donc, à partir du moment où on choisit de s'y conformer, bien sûr, il faut que l'exercice soit fait de manière sérieuse, mais ce ne sont pas des normes obligatoires. Et puis, la différence donc, entre matérialité CSRD, c'est que la CSRD, elle, pousse les entreprises à ce que l'analyse de matérialité soit faite à l'aune de la double matérialité. Tandis que le GRI, on reste sur une matérialité simple, mais cette fois-ci d'impact. Alors c'est ça la petite différence, c'est que le GRI va surtout se focaliser sur les effets de l'entreprise, sur
l'économie globale, sur les questions de gouvernance et puis sur la société et l'environnement. Merci. Alors, comme tout à l'heure, je vais prendre 2 questions et en faire une grosse. Quel délai préconisez-vous pour mener ces différentes étapes de l'analyse de double matérialité? Donc, on voit qu'il y a la question de la temporalité, j'ai envie de dire, qui fait partie de la question. Et la matrice de matérialité évolue avec les activités et la croissance de l'entreprise. À quelle fréquence doit-on la mettre à jour? Donc, la question des délais et la question de la fréquence. Ouais, c'est assez intéressant comme question, parce qu'on a pu voir qu'il y a pas mal 4 étapes, on a réuni, on va dire, résumé ça en 4 grosses étapes, mais c'est vrai que dans l'étape, finalement, il y a des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps, j'imagine, comme, qui prennent beaucoup de temps, que tout simplement identifier ces enjeux, aller sonder les parties prenantes, ça c'est, je pense, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, parce qu'il faut que les personnes concernées aient le temps, elles aussi, de pouvoir accorder du temps à cette analyse. On parle de mois, on parle je pense que oui, pour plusieurs mois en tout cas. D'accord. Pour la deuxième partie de la question, qui est, c'est vrai, l'analyse de matérialité évolue avec l'activité de l'entreprise. Je pense que ce qui est important, c'est de plutôt, quand on fait une fois l'exercice, d'avoir noté que cet exercice, il a été fait sur une période, et d'annoncer cette période, en fait, tout en préconisant que si vous avez des changements d'activité, c'est de le contextualiser dans le reporting, ou en tout cas, si vous parlez de si c'est en rapport avec la CSRD, c'est de contextualiser finalement son rapport, les actions que vous avez mises en place par rapport à où était l'entreprise à ce moment, quand elle a défini ses actions, ses engagements, par rapport à son analyse de matérialité qui a été faite à un moment T, on va dire. D'accord. Puis ça peut relever aussi de l'obligation, lorsqu'on parle de CSRD, encore une fois, il faudra le faire à partir de 2025 sur l'activité 2024. Il faudra le faire chaque année si on rentre dans le scope dès 2025. Et donc, le rapport de durabilité, qui est le livrable lié à la CSRD, doit se situer dans le rapport de gestion. Donc, ça doit se faire a priori chaque année. D'accord. Alors, une question qui est une demande de précision sur la notion de partie prenante, ou du moins, comment définissez-vous les parties prenantes qui ont un intérêt dans l'entreprise? Comment bornez-vous l'exercice? Quel est le critère qui va faire qu'on va dire, tiens, c'est une partie prenante ou non? C'est toute la subtilité de l'exercice, je pense. Oui, la question est simple, la réponse l'est peut-être moins. Non, c'est toute la subtilité de l'exercice. Vraiment, l'idée d'une partie prenante, déjà, ce sont potentiellement des institutions ou des personnes avec lesquelles on interagit, mais ce sont aussi, par exemple, lorsque l'on parle donc, des parties prenantes qui pourraient avoir de l'intérêt sur notre entreprise, il faut penser, je pense, en termes d'institutions déjà. Donc, on a les institutions qui vont être régulatrices et les législateurs. Donc déjà, ces 2 types d'institutions-là, il faut voir en fonction de si elles ont produit des normes, des lois qui pourraient concerner notre entreprise. Ensuite, il y a tous les groupements d'intérêts, tout ce qui pourrait relever de la sphère de la société civile ou bien de la sphère politique qui émettent donc de manière de plus en plus, je pense, entendue maintenant et identifiable des opinions, des avis, mais aussi parfois des rapports, de la recherche sur les sujets qui pourraient toucher à notre entreprise. Et en fait, il faut vraiment identifier toutes ces parties prenantes-là en fonction donc, de leur positionnement et faire peut-être un travail de veille vis-à-vis de ces parties prenantes-là. Puis je voudrais aussi rajouter, il y a ce qui s'appelle dans la CSRD des parties prenantes qui sont dites silencieuses. Alors ça paraît un peu on ne sait pas trop de quoi on parle lorsque l'on dit partie prenante silencieuse, mais en fait, il s'agit tout simplement de la nature, etc., qui sont
représentés, donc cette fois-ci, par des groupements d'experts, donc par exemple par le GIEC, par les Science-Based Targets dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, ce sont des parties prenantes qui effectivement ne vont pas porter d'opinion, mais elles sont représentées par la communauté scientifique. Et là encore, l'idée, ça va être de faire une veille et de voir quel groupement d'experts se prononce sur les localités sur lesquelles nous sommes implantés, sur lesquelles nous avons des impacts, etc. etc. Bien, ce qui vient d'être dit rentre vraiment en écho avec la question qui vient d'être posée. Faut-il aller au contact des activistes? Enfin, là, on parle plutôt, ce que vous disiez, d'expertise, de ces groupements d'experts, d'avoir leur éclairage sur le sujet en question. Après, oui, les activistes n'étant pas forcément les groupements d'experts. Oui, mais... non, je différencie bien les deux. Après, effectivement, en fait, l'idée, c'est de voir quelles sont les parties prenantes qui semblent pertinentes aussi. Ça, c'est important. Pour donner un exemple, peut-être, c'est si on reprend l'exemple de l'entreprise qui vient prendre de l'eau directement d'une nappe phréatique ou d'un cours d'eau et qu'elle la distribue, finalement, pour cette entreprise, ça va être important de rentrer en contact avec les experts tels que les agences de l'eau, parce que c'est vraiment en lien avec son activité. Donc là, c'est là où c'est important d'avoir un contact peut-être avec cette partie prenante. Par contre, comme disait Salma, on va avoir aussi des parties prenantes où, finalement, ce qui est important, c'est de faire de la veille sur les informations qui peuvent, ou les réglementations qui peuvent sortir pour savoir finalement un peu les impacts ou ce qui se passe dans la société. Donc et après, finalement, on a aussi des parties prenantes, on va dire, commerciales, hein, les fournisseurs, les clients. Et ça, finalement, les entreprises, naturellement, elles identifient celles qui sont importantes pour elles, parce que c'est celles avec qui elles vont peut-être avoir un contact récurrents, des gros contrats. Donc, c'est aussi comme ça qu'on peut identifier les parties prenantes vers qui aller particulièrement. Merci beaucoup pour ce focus partie prenante. Une dernière question. Pour un premier exercice, quand on est novice et qu'on se lance dans l'analyse de matérialité, est-ce qu'il faut plutôt réaliser une analyse de matérialité simple ou une analyse de matérialité double? Voilà, entre ces deux stades, ces deux formes d'analyse, est-ce qu'on préconise, voilà, pour les débutants, commencer par la simple et puis quand vous serez aguerri, aller sur la double, ou non, c'est pas forcément le cas? C'est assez intéressant. Je dirais que ça peut dépendre de plusieurs choses. Donc, premièrement, si vous êtes soumis à la CSRD, il faut faire une analyse en double matérialité parce que c'est réglementaire. Voilà, il n'y a pas le choix. Par contre, si vous êtes soumis ou si vous êtes susceptible d'être soumis aussi, parce que peut-être que vous n'avez pas atteint les seuils, vous ne rentrez pas dans les scopes, mais si vous pensez que dans 2 ans, vous pouvez les atteindre, autant bien faire l'exercice, dès le départ. Voilà. Mais si après, vous faites ça dans le but justement de définir une stratégie RSE de manière volontaire, ça peut dépendre finalement de vos ambitions ou du temps aussi que vous pouvez avoir. Donc, si vraiment le but de votre stratégie, c'est de maîtriser les risques sur les effets financiers finalement sur votre entreprise liés à ces aspects économiques, sociaux et environnementaux, alors là, on peut se dire qu'une simple matérialité peut être suffisante. Si par contre, vous avez une ambition de réellement prendre en compte vos impacts aussi sur l'environnement et donc une ambition de transformation de votre activité, et alors là, je vous dirais plutôt de faire une analyse en double matérialité, parce qu'on prend en plus justement cet impact de l'entreprise sur son environnement. Voilà. Merci. Je vous disais que c'était la dernière question. Je vais en poser une ultime dernière, si on veut dire. Qui est mobilisé dans l'entreprise pour réaliser cette analyse? Comment ça se passe en interne, la distribution des rôles? Alors, donc évidemment, on a les responsables RSE, souvent, et ce sont eux qui sont au cœur en fait de la démarche, parce qu'ils sont au courant qu'on peut avoir une directive, qu'il y a la CSRD qui arrive et que l'exercice de reporting demande à ce qu'on fasse cette analyse de matérialité. Donc, naturellement, les responsables RSE. Ensuite, on a vu qu'on devait aller sonder des parties prenantes. Donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que
les personnes dans l'entreprise qui sont potentiellement en contact direct avec ces parties prenantes soient aussi concernées par cet exercice. On parlait de fournisseurs, que la personne en charge des relations fournisseurs devrait être aussi impliquée pour faire le contact avec les parties prenantes. On a évidemment la gouvernance, la direction de l'entreprise, comme finalement cet exercice, il a vocation à transformer l'activité et que la transformation d'une activité, elle est possible avec, on va dire, l'intention du dirigeant. Donc forcément, c'est une partie prenante interne à l'entreprise qui doit aussi être pris en compte. En partie prenante, on avait également les salariés, les collaborateurs. Donc finalement, le service RH aussi peut être important. Donc je pense que finalement, toutes les fonctions sont très ouvertes. Et encore une fois, ça dépend finalement des enjeux, on va dire, de la liste pré-identifiée d'enjeux qui semblent pertinentes à l'entreprise. Et on voit qui ça pourrait impacter. Et donc, forcément, on implique les personnes en lien aux fonctions qui peuvent être concernées, finalement. Merci beaucoup. Bien, un grand merci Alexandra, un grand merci Salma. Le sujet qui semble ardu l'est un peu moins grâce à vous, je l'espère. On a quelques experts maintenant derrière l'écran, ceux qui nous ont écoutés. Avant de vous souhaiter un bel été, faire un petit point sur la rentrée où vous pourrez retrouver Hendrix à l'occasion, bien sûr, du salon Pro Durable qui aura lieu le 12 et 13 septembre prochain au Palais des Congrès. Et Hendrix sera présent le 13 septembre après-midi pour animer donc une table ronde autour de la notion d'entreprise familiale et également pour animer un atelier Solution Care. Voilà, donc si vous voulez nous retrouver le 13 septembre, vous pouvez dès à présent le noter dans vos agendas. Avant de nous quitter également, je vous demande de rester en ligne quelques petits instants supplémentaires une fois qu'on aura coupé le webinaire. Il vous sera proposé donc un sondage. D'ailleurs, pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien qui est arrivé sur le chat. Normalement, vous avez un lien, vous cliquez dessus, il y a un petit sondage. Vous le faites pour nous, on vous sera très reconnaissant, ça ne prend pas du tout de temps. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre attention. Je suis sûre que vous étiez très attentifs derrière vos écrans. Je vous souhaite un très bel été et à la rentrée prochaine.